Bonsoir à tous, il est 22 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont voici les principaux titres. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé aujourd'hui la 9e séance du Conseil des ministres. Nouvelle du monde, 9 camions d'aide ont été autorisés à entrer à Gaza après 11 semaines de blocus. C'était les titres. Place au développement sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement Ismaël Omar Guelleh a eu lieu aujourd'hui la 9e séance du Conseil des ministres suivant le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement. Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République et chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 20 mai 2025 la 9e séance du Conseil des ministres. Premier point de l'ordre du jour, ministère de la Justice, des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme. Première question, projet de loi portant modification de la loi numéro 106 AN 24, 9e législature relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Le projet de loi modifié a pour objectif principal l'intégration des recommandations formulées par les experts internationaux dans le cadre de l'évaluation mutuelle de la République de Djibouti. Ces ajustements permettront à notre pays de renforcer la conformité de son dispositif national aux normes du groupe d'action financière GAFI. L'adoption de ces modifications constitue une étape supplémentaire pour permettre à la République de Djibouti d'améliorer sa notation au sein du GAFI, avec pour objectif d'accéder au statut de surveillance régulière, qui est un statut favorable. Cette évolution s'inscrit dans la volonté des autorités nationales de renforcer de manière significative la crédibilité de notre système bancaire et financier, tout en consolidant la confiance des partenaires financiers et économiques internationaux. En tant que membre actif de la communauté financière internationale, la République de Djibouti se doit résolument de modifier son cadre législatif et réglementaire pour s'adapter aux standards internationaux et en particulier ceux édictés par le GAFI. Le projet de loi modifié prévoit aussi un ensemble d'amendements structurants, parmi lesquels l'élargissement des missions de supervision de l'Office djiboutien de la propriété intellectuelle, l'ODPIC, et de l'autorité des ports et zones franches dans le cadre de la mise en œuvre de registres de bénéficiaires effectifs. Également, le renforcement des pouvoirs des autorités de contrôle, leur permettant, en cas de manquement aux obligations de la lutte contre le blanchiment des capitaux, d'imposer un éventail de sanctions disciplinaires et financières, incluant la limitation, la suspension ou le retrait de l'agrément. Le troisième aspect, c'est la clarification juridique de la notion de bénéficiaire effectif, afin d'assurer une application homogène sur l'ensemble du territoire. Le quatrième point concerne le changement de la tutelle des négociants en matière de pierres et métaux précieux et d'œuvres d'art. Et enfin, le cinquième point concerne la clarification de la définition des personnes publiquement exposées. Le projet de loi prévoit également la mise en place d'une agence qui s'appelle l'Agence nationale de recouvrement des avoirs criminels, l'ANRAC. L'Agence nationale de recouvrement des avoirs criminels, chargée d'assister les autorités judiciaires et les services de répression, sera également chargée de l'identification, de la détection, de la saisie, de la confiscation et de la gestion des biens criminels en coopération avec les autorités de poursuite compétentes. Cette réforme constitue donc une avancée importante dans le renforcement de l'intégrité financière au niveau national et contribue à lutter efficacement contre les flux financiers illicites au service d'une transparence accrue et d'une grande justice économique. Ensuite, le Conseil s'est penché sur les autres questions à l'ordre du jour et écoutons le porte-parole du gouvernement par intérim, M. Ali Hassan Badon. Ordre du jour, ministère de la Communication chargé des postes et télécommunications, projet de décret portant nomination d'un nouveau membre de la Commission nationale de la communication. Dr Ibrahim Abdou Ali est nommé membre de la Commission nationale de la communication. En fin de séance, différents ministres ont fait de communication. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie
a fait une présentation au Conseil des ministres détaillée de la revue finale du deuxième plan national de développement Djibouti, ici 2020-2024. Élaboré comme principal outil de mise en œuvre de la vision 2035, ce plan a servi de feuille de route stratégique au gouvernement pour accompagner la transformation économique et sociale du pays durant la période 2020-2024. Il s'articule donc autour de 3 axes majeurs. Premier axe, l'inclusion. Le second, la connectivité. Et le troisième, le renforcement des institutions. Ce programme stratégique vise à stimuler le développement économique et social de la République de Djibouti sur 5 ans dans le secteur clé. À ce titre, le ministre a fait état des progrès significatifs enregistrés dans plusieurs domaines prioritaires. En matière d'accès aux services sociaux de base, la période a été marquée par la construction de nouveaux établissements scolaires, la mise en service d'infrastructures sanitaires modernes, ainsi qu'une amélioration notable de la couverture en électricité et en eau potable. Concernant les infrastructures économiques, d'importants investissements ont été réalisés dans le secteur des transports, de la logistique et de la connectivité territoriale. La stratégie de transformation numérique a également connu un essor remarquable, notamment à travers l'élargissement des services digitaux, le développement de l'économie numérique et la modernisation des réseaux de télécommunications. Par ailleurs, plusieurs réformes structurelles ont été adoptées en vue de renforcer la gouvernance économique, d'encourager l'investissement et d'améliorer l'attractivité du pays. Enfin, le ministre a précisé que cette revue finale fournira une base analytique essentielle pour la préparation du prochain Plan national de développement 2025-2030. Ministère de la Défense chargé de relations avec le Parlement. Le ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement a fait un compte-rendu sur sa participation à la conférence ministérielle des Nations Unies sur le maintien de la paix qui s'est tenue le 13 et 14 mai 2025 à Berlin, en Allemagne. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités a fait un compte-rendu relatif à la mission d'évaluation et de réponse d'urgence menée dans la région de Tadjoura, dans les localités de Mankour, Hamad, Dora et Debrina, dans la région d'Obok, à Delé, Andaï, Samalou, Bossali, à la suite des alertes de sécheresse émises les 4 et 7 mai 2025. Cette mission poursuivait un objectif double. D'une part, évaluer l'impact de la sécheresse sur les conditions de vie dans les zones concernées, et d'autre part, apporter une assistance humanitaire immédiate, notamment sous forme d'aide alimentaire aux populations sinistrées. Face à cette situation d'urgence humanitaire et afin de sauvegarder la sécurité alimentaire des populations impactées par la sécheresse, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a apporté rapidement une première assistance alimentaire en produits alimentaires composée de riz, de farine, de sucre, de dattes et de cartons contenant du bidon d'huile. La ministre a souligné que les principales problématiques observées dans la localité sont les suivantes. La sécheresse précoce liée à la pluviométrie très faible, voire inexistante cette année, des difficultés d'accès d'eau liées donc à cette sécheresse, et le déplacement des populations vers les zones plus favorables pour la survie des cheptels et des communautés. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture a fait un rapport sur sa participation à la 40e conférence ministérielle, la CONFEJES, c'est-à-dire la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie, qui s'est tenue du 14 au 16 mai 2025 à Rabat au Maroc. Je vous remercie. Dans le reste de l'actualité, la République de Djibouti a validé 2 rapports stratégiques portant pour le renforcement de la résilience économique. Le ministère du Commerce et du Tourisme, en partenariat avec la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, a clôturé hier, 19 mai, un atelier national de validation portant sur 2 rapports majeurs. Il s'agit du profil de vulnérabilité et l'étude d'impact de la ZLECAf sur le développement industriel de Djibouti. La cérémonie de clôture, présidée par Ali Daoud, secrétaire général du ministère du Commerce, et ce en présence de la représentante résiliente des Nations Unies à Djibouti, du directeur de la division d'analyse des politiques de recherche. Cet atelier a réuni des représentants de l'administration. Le profil de vulnérabilité, quant à lui, évalue les défis
structurels auxquels Djibouti est confronté afin de renforcer sa résilience et ses capacités d'adaptation. L'étude sur l'impact de la ZLECAf analyse également l'implication de cette initiative continentale sur le développement industriel du pays, identifiant ainsi les opportunités à saisir et les risques à anticiper. Une délégation djiboutienne conduite par M. Simon Mabratou, secrétaire général du ministère du Budget, a pris part aux assemblées annuelles de la Banque islamique de développement qui se sont tenues hier 19 mai et se poursuivront jusqu'au 22 dans la capitale algérienne. Représenté lors de cet événement majeur réunissant les gouverneurs des États membres ainsi que les plus hautes autorités de la Banque et des finances islamiques, ces assemblées encadrées par la prestigieuse 19e édition du Forum mondial de la Banque de la BID ont été présidées par le président de la Banque, Dr Ahmed Al-Jazer. Le thème retenu cette année, l'intégration de la technologie numérique dans les finances islamiques pour booster les commerces électroniques et renforcer ainsi les petites et moyennes entreprises, a suscité de riches échanges entre les différents participants. Et ce communiqué émanant de la mairie qui informe les habitants que la troisième phase des opérations zéro déchet débuteront le 1er juin prochain, et notamment l'enlèvement des épaves, des objets encombrants, les garages sauvages et les pneus, les vendeurs illégaux de produits alimentaires occupant les voies publiques. Eh bien, la mairie invite la population à prendre part à l'embellissement de la ville de Djibouti et au respect des lois en vigueur. Fin de communiqué. Dans le reste de l'actualité, une réunion d'information entre la CNDH et l'OIM. La chef de mission de l'OIM a reçu donc le président de la CNDH et les commissaires membres de la CNDH pour une réunion d'information des activités menées par l'OIM à Djibouti. La délégation, quant à elle, a pu fournir une synthèse de leur visite d'inspection effectuée hier au centre de rétention Nagat. Cette réunion d'information intervient dans le cadre de la signature d'une convention de coopération entre la CNDH et l'OIM. Rappelons que cette convention de coopération entre ces deux institutions vise à renforcer leur collaboration dans la protection des droits humains et le soutien aux migrants. La CNDH a salué devant l'OIM son équipe et les efforts consentis par les autorités compétentes pour améliorer les conditions de rétention et a appelé à poursuivre des réformes nécessaires afin de garantir pleinement la dignité des droits des personnes migrantes, en particulier les plus vulnérables. Pas organiser d'eux-mêmes leur voyage de retour. Nous, ce programme leur permet de rentrer chez eux en toute dignité et sécurité. Nous organisons des milliers de retours volontaires par an. Et pour les Djiboutiens qui rentrent au pays en situation de détresse, nous avons des initiatives pour les aider à se réintégrer et dans leur communauté retrouver une stabilité. Grosso modo, dans l'ensemble, on n'a rien remarqué des choses déplorables. Les conditions de droits de l'homme étaient plus ou moins acceptables. Les enfants, les femmes étaient bien séparés par rapport aux autres candidats au retour. Plutôt, je parle de centre de retenue. Et une chose aussi était intéressante, c'est qu'on n'avait pas vu ici des gens vulnérables. Et dans une intervention, la chef de mission de l'OIM s'est dite satisfaite de la bonne synergie existante entre l'OIM et la CNDH. Je tiens à remercier vous personnellement ainsi que votre équipe pour la bonne collaboration qu'on a eue. On a signé en 2023 notre partenariat et un accord de coopération. Et depuis ce moment, notre collaboration s'est intensifiée et on a renforcé pas juste la collaboration pratique, mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est l'esprit d'amitié qu'il y a entre nous et le fait qu'on trouve une synergie sur le fait que nos mandats se rencontrent.
sur la base du fait que les migrants sont des personnes, des individus, et donc ils ont, comme tout le monde, des droits humains. Pour nous, ça, c'est la base. Et après, sur cette base, après, il y a toutes les considérations différentes de quelqu'un avec une situation irrégulière, irrégulière, etc. Mais il y a quelque chose sur lequel on ne peut jamais négocier, on ne peut jamais discuter. La personne, n'importe quelle nationalité, n'importe quelle sa situation dans un pays, elle a des droits humains. Et donc, sur le fait qu'on se rencontre sur ce point et le fait que vous tenez la migration au centre de vos discussions, de vos plaidoyers, c'est là que notre collaboration se renforce. Maintenant, dans l'esprit et dans le cadre de l'initiative qu'il y a dans ce moment, depuis le mois d'avril, depuis l'annonce du ministre, l'OIM collabore avec le ministère de l'Intérieur, qui est notre ministère de tutelle. Donc, si je pense en 2023, quand il y a eu une initiative un petit peu comme ça, mais quand même différente, en 2023, il n'y avait pas une période de grâce. Vous vous souvenez, il y a eu l'annonce le 1er mai, et tout de suite, on a commencé les opérations. Cette fois, mon impression est que l'opération a été mieux organisée, et ça permet aussi d'avoir des résultats et une collaboration plus forte. De son côté, le président de la CNDH, Ali Soubani Ateye, s'est réjoui de la collaboration entre l'OIM et la CNDH depuis la signature d'une convention de coopération en matière de droits de l'homme. L'OIM joue un rôle crucial au regard de la question et de la problématique migratoire qui est, comme l'a rappelé le Premier ministre lors de la Journée internationale des droits de l'homme, Djibouti ne peut pas faire face seul à ce fléau. Toutefois, nous, en tant que Commission nationale des droits de l'homme, nous veillons à ce que les droits humains soient respectés. Un migrant est avant tout une personne humaine, un être humain. Donc, à ce titre, il a des droits inaliénables et nous tenons à ce que cela soit respecté et même démontrer quelquefois que la migration est aussi une richesse. L'encadrement et la documentation des différents types de migration peuvent faire l'objet de conventions, d'accords entre les pays. Donc, même à Djibouti, nous savons qu'il y a certains secteurs économiques qui demandent même à ce que la migration soit plus ou moins ce qui bénéficie d'une forme de régularisation ou d'opportunités de réglementation. Donc nous allons continuer à œuvrer et à faire les recommandations pertinentes aux autorités compétentes et nous saluons les efforts de l'OIM et des équipes de l'OIM sur le terrain au quotidien et nous continuerons à travailler ensemble. Merci, madame. Dans le reste de l'actualité, eh bien, les élèves de l'ISKE ont donc organisé une conférence portant sur la lutte contre la corruption. Mehmet Ahmed. L'association des étudiants de l'USKAE a organisé une conférence de haut niveau sur le thème la lutte contre la corruption, enjeux, défis et perspectives. Cet événement s'inscrit dans le cadre de l'engagement citoyen des étudiants de l'Institut supérieur des commerces et de l'administration des entreprises, mobilisant un panel d'experts, de représentants de la Commission nationale de lutte contre la corruption ainsi qu'un large public étudiant. Les échanges ont porté sur le mécanisme de prévention, le cadre juridique national, le rôle déterminant de la jeunesse dans la promotion de l'intégrité ainsi que les meilleures pratiques en matière de transparence à l'échelle internationale. La conférence a donné lieu à un débat enrichi, axé sur des pistes concrètes pour renforcer l'éthique dans la vie publique et professionnelle. À travers cette initiative, l'association des étudiants de l'USKAE affirme sa volonté de former des leaders conscients, porteurs de valeurs de responsabilité et d'intégrité pour construire une société plus juste et plus transparente. Et à cet effet, la présidente de l'association des étudiants de l'ISKE s'est exprimée. Des initiatives comme celle-ci se réaliser et le dévouement de nos étudiants pour cette cause et qui ont pris également l'initiative d'organiser cet événement très important. Je tiens à remercier notre président, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, dont le leadership visionnaire et l'engagement envers l'éthique inspirent chacun d'entre nous
à devenir des acteurs de changement. Mais également, Choukri Abdillahi, la directrice de l'ISCAE, grâce à son leadership, cette association a vu le jour. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de travailler dans un environnement qui valorise la responsabilité, l'intégrité et l'éthique. Vous êtes un modèle pour nous tous et c'est grâce à vous que de telles conférences peuvent avoir lieu. La corruption est un fléau qui mine nos sociétés, qui entrave le développement économique. Cet événement est une occasion unique de sensibiliser, d'éduquer et de mobiliser. Sunnat al-Hayat, dans le cadre de ses actions communautaires en faveur de l'éducation inclusive et du développement local, eh bien, cette association a organisé aujourd'hui une cérémonie de clôture marquant la fin de l'année scolaire. Cette journée s'inscrit également dans le cadre du projet Femmes et Jeunes Ensemble pour le développement et a été marquée par l'inauguration officielle d'une nouvelle salle équipée, entièrement financée par le Fonds Équipe France. Pour l'occasion, l'ambassadrice de France a honoré de sa présence les bénéficiaires du programme, accompagnée également d'une délégation officielle de l'ambassade de France. Le programme LEC, porté sur 3 ans par l'association, vise à scolariser les jeunes à besoins spécifiques et de la rue en leur offrant un cadre pédagogique adapté à travers un programme leur permettant de reprendre le chemin de l'apprentissage et des métiers pour retrouver une place dans la société. L'école L'Irshad a clôturé l'année scolaire donc au Palais du Peuple par une journée de fête mémorable. À cette occasion, diverses activités incluant des chants, des danses, des poèmes ont été exposées. Cette journée festive a également été rendue possible grâce à l'adhésion des parents qui ont joué un rôle essentiel dans la réussite de ces actions. Sous la direction de Mme Halima Mohamed, la directrice de l'école Al-Irshad, cette célébration a mis en lumière l'engagement collectif de la communauté éducative. Chaque performance a révélé des talents de créativité des élèves tout en renforçant les liens entre les familles et les établissements. Dans des moments forts qui ont rythmé cette journée, tels que des chants entraînants qui ont fait vibrer le Palais du Peuple, des danses qui ont émerveillé le public, des scènes de théâtre touchantes qui ont suscité l'émotion. Ces instants donc précieux témoignent de l'évolution du travail acharné de tous les élèves qui au long de l'année ont prodigué des efforts pour être ici. Tadjoura, cette fois, dans le cadre du suivi régulier des projets d'infrastructure, le préfet de la région a effectué une visite sur le terrain et les chantiers reliant Boli d'Afenaitou via Adelo. Explication. Ce matin, le préfet de Tadjoura a effectué une visite de terrain sur le chantier de la route à Relion-Boli et à Dafeinaitou via Adailou dans le cadre du suivi régulier des projets d'infrastructure majeures de la région. Ces projets, lancés en réponse aux doléances des habitants, visent à désenclaver plusieurs localités et à stimuler le développement économique local. La pose de la première pierre avait été réalisée par le président de la République lui-même, soulignant ainsi l'importance stratégique de cette route pour la région de Tadjoura. Les travaux réalisés par la société Gadilé avance. Selon le calendrier prévu, le chantier a été salué par le préfet qui a rappelé l'enjeu crucial de respecter le délai tout en garantissant la qualité et la durabilité de l'ouvrage. Cette nouvelle infrastructure routière renforcera considérablement la mobilité des populations et facilitera les échanges économiques dans cette zone clé du pays.
En sport, cette fois, le club de foot AS Obok, présidé donc par M. Dato Garas, a remporté le championnat de deuxième division. Et cette saison, grâce à une performance, le club accède pour la première fois à la première division du foot djiboutien. Cette ascension remarquable est le fruit d'un travail collectif, d'une discipline rigoureuse, d'un esprit d'équipe soudé et surtout d'un leadership engagé. Elle n'aura pas été possible sans le soutien indéfectible de leurs sponsors qui ont cru en ce projet dès le départ. L'AS Obok devient ainsi le premier club de l'histoire d'Obok à atteindre l'élite du foot national. Déjà, la première des choses, c'est qu'on a consacré notre énergie sur l'esprit d'équipe. On a expliqué aux joueurs que l'équipe avant tout, il n'y a pas d'individualité, il fallait s'organiser, se battre jusqu'au bout, malgré les contraintes. Et tout le mérite revient aux joueurs, et surtout au président Dato, qui n'a pas lâché, et surtout un grand merci aussi aux sponsors qui nous ont soutenus du début jusqu'à la fin. Et la marche continue, ce n'est que le début. Nous allons l'année prochaine attaquer la première division. Nous comptons toujours sur notre sponsor et toujours sur la volonté de notre président. Et quant aux responsables de l'équipe et sponsors, nous ont livré leur impression. Oui, juste Dieu merci, on est champion. L'objectif qu'on s'est fixé en 2021, étant le seul sponsor, la société Amoita, aujourd'hui accompagné de tous ses partenaires ambitieux qui ont cru à notre projet, qui ont voulu faire monter Obok en première division. Mais la fédération ici était à notre côté pour pouvoir avoir les seules équipes qui manquaient, les seules régions qui manquaient à l'appel en première division. Ils nous ont beaucoup soutenus. Et merci à nos autorités locales qui nous ont tenu la main, nos députés, nos ministres qui nous ont toujours soutenus. Et spéciale dédicace pour notre ministre des Sports, Hassan Mohamed Kamil, et notre ministre de décentralisation, Kassim Haroun. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Obok est là. Obok est en première division. On est champion. On est champion. On est champion. Il y a 2 ans de cela, on avait tenu une promesse à notre Premier ministre, qui est le ministre aussi, le fils d'Obok, qu'on va ramener Obok en première division. Monsieur le Premier ministre, le ministre de la République de Djibouti, on a tenu notre promesse, on est en première division. Ta région est en première division. Merci beaucoup pour votre écoute, merci beaucoup. Et merci à tout le monde, à tous les Djiboutiens qui nous ont tant soutenus, supportés, parce qu'aujourd'hui, Obok n'était pas seule, elle était entourée de la diversité de Djibouti. Tout le monde, Afar, Somali, Arabe, tout. Et ça aussi, ça a montré la diversité que la République a, l'unité, l'égalité, paix. On est champion. Alhamdulillah. Pour l'histoire, pour la première équipe d'Obok qui est aujourd'hui en division 1 de football, c'est vachement important et ça fait plaisir de voir tous ces jeunes qui profitent d'une belle victoire. La saison, elle est magnifique, ils ont été sérieux pendant toute la saison. Je pense qu'ils n'ont rien lâché, ils l'ont dit, hein, tous les matchs, il y a eu de l'organisation, de la discipline, de l'énergie, malgré parfois des moments difficiles. Et ils ont été très bons pendant toute l'année, quoi. Donc félicitations aux joueurs. Félicitations au président, qui est vraiment un grand président, parce qu'il fallait le faire. Hein. C'est pas évident tous les jours, il le sait. Il y a un coach et il y a des joueurs qui sont remarquables. Donc félicitations à eux, je suis vraiment très fier pour eux. Ouais, c'est une grande émotion pour la BCI aussi, parce qu'on soutient ce club depuis longtemps. Je pense au soutien qu'on a depuis plusieurs années à la BCI. Évidemment, pour nous, c'est très important pour un tas de raisons, mais surtout parce que Obok a une histoire, quoi. C'est un petit club challenger. Alors, c'est pas le cas de la BCI, mais en même temps, l'esprit de challenge, ça nous plaît beaucoup parce que dans notre métier aussi, il faut qu'on soit tous les jours, en se levant le matin, il faut qu'on soit un des challengers pour gagner le cœur de nos clients. Et ça, l'AS Obok le fait très bien.
Et dans l'actualité internationale, 9 camions d'aide humanitaire de l'ONU ont été autorisés à entrer à Gaza, une première depuis le blocus de 11 semaines. 9 camions d'aide humanitaire de l'ONU ont été autorisés à entrer à Gaza, une première depuis plus de 11 semaines de blocus. Mais l'organisation juge cette assistance largement insuffisante. Selon le responsable des opérations humanitaires de l'ONU, qui a qualifié cette aide de goutte d'eau dans l'océan et a appelé à un accès humanitaire sans restriction. Israël a annoncé une reprise partielle de l'aide pour éviter une famine, mais l'ONU insiste sur la nécessité d'ouvrir davantage des points de passage et d'élever le quota. Actuellement, 171 000 tonnes de nourriture restent bloquées alors que de milliers de camions entraient chaque semaine pendant la trêve précédente. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.